Teachers, le podcast des profs numériques. Éducation, Actualité, outils, innovation, expérimentation, productivité, interaction, astuces, Jeff, Guillaume, Seb. Guillaume, Sébastien. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 141. Un épisode placé sous le signe du jeu, et oui, je n'ai pas fini avec mes bruitages, mais vous aurez compris en regardant le titre, puisque vous savez qui nous recevons, et pour m'accompagner dans cette périlleuse mission, bonsoir Guillaume. Bonsoir Seb et bonsoir à nos invités Camille et Flaminio. Eh bien, Bonsoir. puisque tu es rentré directement dans le vif du sujet, Bah oui. qui représentez-vous ce soir, Camille et Flaminio? Eh Ça va. ben, on représente Pixeludo, un site de jeux éducatifs pour du CP au CM2. Et donc, je suis Flaminio, le fondateur du site. Et moi, je suis Camille. J'ai rejoint l'équipe il y a un peu moins d'un an et je suis référente pédagogique. Très bien. Ok, et vous avez une particularité tous les deux, je pense qu'on en partage tous les trois. Vous avez un parcours dans l'éducation nationale qui est peut-être un chouïa atypique par rapport à certains. Vous exercez dans quelle branche de l'éducation nationale? Alors, avec Flaminio, on s'est rencontrés en formation KPI. Donc, on est tous les deux enseignants spécialisés dans des dispositifs Ulysse, dans l'académie de Paris. D'accord. Et donc vous avez un petit regard qui est un petit peu différent sur les élèves que peuvent avoir certains collègues du milieu ordinaire. Et peut-être aussi le besoin que vous avez ressenti par rapport au manque d'outils pour vos élèves. Ouais, bah oui, c'est sûr que la création, en tout cas de Pixeludo, vient un peu de ça, de notre recherche permanente de façon d'adapter le travail, d'avoir une réponse voilà, à ces besoins particuliers. Donc ouais, c'est vrai que c'est ce regard-là aussi qui nous a intéressés dans le projet au niveau de sa conception. Alors, Et qui nous amène, ouais, pardon, qui Non, nous j'en amène prie. encore aujourd'hui à réfléchir aux changements qu'on peut faire sur des jeux qui sont plus anciens ou sur les nouveaux jeux. Généralement, les petites modifs qu'on fait à chaque fois, c'est voilà, sur l'accessibilité, après, avec une contrainte qu'on a, mais on y reviendra peut-être après, on est quand même sur du pixel. Et du coup, parfois, les deux se heurtent un peu voilà, dans la création. alors, Pixeludo, on en a parlé dans un épisode précédent des Teachers. Oui, toi, fidèle auditeur, tu dois savoir de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, je t'en prie, repars dans les quelques épisodes qui précèdent celui-ci. Et pour t'aider un petit peu, fidèle auditeur, on va proposer à nos deux invités de nous expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce que c'est ce projet Pixeludo. Alors, Pixeludo, donc c'est un site de jeux éducatifs du CP au CM2 qui est gratuit, sans publicité, donc qui est accessible sur navigateur, que ce soit voilà sur tablette, ordinateur ou même smartphone, et c'est voilà donc développé de manière bénévole, complètement bénévole, par donc une association. Donc nous, on a créé une association derrière avec 4 membres actuellement. Donc pour l'instant, c'est uniquement en mathématiques, donc il y a une quinzaine de jeux en mathématiques. On aimerait à terme pouvoir l'étendre au champ du français, mais pour l'instant, voilà, on est sur des mathématiques, et avec cette particularité qui est un design tout en pixel art, avec un univers qu'on veut cohérent, donc des personnages qu'on retrouve à travers ces mini-jeux. Et pourquoi le pixel art d'ailleurs? Alors, le pixel art, à l'origine, c'était parce que vraiment, je me suis dit, bah, comment je vais faire pour pouvoir faire des visuels alors que je ne sais pas dessiner. Et non pas que le pixel art ne demande pas de compétences en dessin, loin de là, mais en tout cas, notre modeste niveau, c'était quand même quelque chose de plus accessible, voilà. Et puis après, donc de là est découlé aussi
des questions finalement aussi de ressources. Je veux dire là, on travaille sur du 196 sur 110, donc c'est vrai que ça fait des fichiers visuels qui sont vraiment très très légers. Donc là aussi pour les temps de chargement, pour l'intégration sur les serveurs, c'est vrai que c'est un peu ce bénéfice du pixel art. Et puis bien sûr pour toute la culture vidéoludique qu'il y a derrière et voilà dont on s'inspire allègrement voilà dans la conception des jeux. Et puis au-delà de ça, c'est le poids des jeux, du coup. Ça, Flaminio, tu pourras davantage en parler, mais du coup, nos jeux par rapport à une image qui serait en Ultra HD, en 4K, j'en sais rien, quelque chose qui serait super lourd, qui serait difficile à charger. Même des fois, nos jeux les plus lourds sur les ordinateurs de classe à l'école, des fois, c'est quand même galère sur nos vieux trucs de les faire charger et d'avoir quelque chose de net et de sympa. Donc ça aussi, c'est toujours intéressant. Et puis là aussi, nous, ce qui nous intéressait aussi dans le pixel art, c'était que les élèves sont quand même familiarisés avec cette pratique, que ce soit voilà en géométrie, là on utilise assez fréquemment, donc ils ont l'habitude finalement d'être en contact avec ce genre de visuel. Donc c'était aussi une façon voilà de nouer avec ça. Et pourquoi pas, nous on avait cette envie, en tout cas avec nos élèves, de pouvoir leur faire participer aussi. Donc c'est déjà arrivé, on a fait un salon où les enfants qui passaient sur notre atelier pouvaient créer leur propre vaisseau en pixel art. Donc là aussi, ça permettait de les mettre à contribution pour qu'ils aient une version personnalisée et individuelle de leur jeu qui serait pas sur le site, mais pour chez eux. Donc, très bien. Sébastien? Mais alors, justement, on va remonter au début, puisque vous l'avez un tout petit peu évoqué. On remonte à quelle année pour pour les premières ébauches de ce qui va devenir Pixeludo? c'est 2021. Début 2021, en février à peu près. Nous, on a ouvert nos serveurs en avril. C'était vraiment, il y avait rien dessus. Et après, on a attendu un an pour vraiment faire un lancement, disons. On voulait quand même avoir quelques jeux dessus et être sûr que voilà, ça allait pas planter ou qu'il y aurait pas trop de bugs. Donc on a mis un an. Voilà, ouais, c'est comme c'est sur notre temps libre et de manière bénévole, c'est vrai que voilà, c'est un temps qu'on devait prendre et voilà, ça avance petit à petit, donc c'est vraiment chouette. Donc 2021, vous commencez à lancer ça, mais c'est avec quelle technologie que vous êtes lancé? Voilà, ça va être la partie développeur. Alors la technologie du coup, donc ce qu'on a fait, c'est que moi j'utilise un moteur de jeu qui s'appelle GameMaker, qui a donc l'avantage, donc comme tous les moteurs de jeu, c'est-à-dire que ça prend voilà, on peut incorporer du visuel, on peut incorporer du son, enfin voilà, il y a un certain nombre d'outils qui sont vraiment intégrés pour concevoir des jeux. Tout un environnement aussi qui est accessible. Donc moi je suis voilà, professeur des écoles, complètement néophyte dans ce qui est de la programmation. J'ai quand même en vague souvenir un professeur de mathématiques en terminale qui s'acharnait sur nos calculatrices à nous faire des lignes de code. Donc voilà, il y avait quand même un petit souvenir de ça. Mais sinon voilà, c'est un moteur de jeu qui a son propre langage de programmation qui s'appelle le GML, qui voilà, est un langage de programmation qui est quand même assez proche de notre langage à nous. Donc bon, c'est en anglais, mais voilà, après il y a toute une documentation et donc il y a un certain nombre de fonctions qui sont intégrées qui sont celles qu'on peut utiliser pour concevoir un jeu. Donc là aussi c'était très accessible pour moi en n'ayant aucune connaissance de ce que pouvait être le code. Voilà, donc ça c'est pour la partie développement de jeu. Après pour le site, là on utilise, là on fait vraiment sur des outils no code où c'est vraiment, à part quelques petites choses pour qu'on puisse intégrer les jeux, voilà, on n'a pas du tout dû apprendre l'HTML ou le CSS. Enfin on était vraiment sur des outils très accessibles. Voilà, donc c'était comme ça que ça s'est lancé. Et je précise qu'au lancement, et pendant longtemps, il y a eu uniquement Flaminio et Stanislas, tous les deux, qui se sont lancés et qui ont lancé Pixeludo. Nous, avec Diane, on arrive bien après. Et côté serveur, pour faire tourner tout ça, vous avez besoin de quoi? En particulier, vous avez juste un petit serveur, un petit mutualisé. J'ai vu que vous étiez chez OVH.
C'est un Ouais. petit mutualisé, ouais. Oui, c'est ça. Oui, alors après, on a vraiment pris le premier prix parce qu'on voilà, on est vraiment allé sur le plus simple. Mais ouais, ça, on n'a pas besoin de beaucoup de stockage, donc pour l'instant. D'accord. Voilà. Après, en termes d'affluence, voilà, après, je sais pas, il faudra qu'on voit, mais pour l'instant, en tout cas, ça répond plutôt bien. Donc, Ouais, parce que moi je l'ai testé aujourd'hui. Alors, quoi que c'était ce matin, c'était peut-être avant l'entrée de la classe. Mais effectivement, le site se charge hyper vite et il n'y a aucun souci d'utilisation. tant mieux. Donc ça marche bien. Ouais. Alors, dans l'équipe, j'imagine que si vous voulez faire des jeux, c'est que sûrement il y a des joueurs parmi vous, non? Oui. Alors, Il y a des joueurs. Bon, quelle histoire tu as, toi, Flaminio, avec le jeu? bah, moi, c'est ouais, c'est depuis tout petit, quoi. Vraiment. Finalement, ouais, c'est par des cousins qui se sont mis à jouer. Et puis j'avais la chance d'avoir un cousin qui était plus grand, donc j'ai pu récupérer sa Super Nintendo. T'étais Voilà, de la donc, team Nintendo, toi? ouais. Ah oui, J'allais bah te oui, dire mais team Sega ou team Nintendo, non. Mais alors, moi, je pense que c'est aussi le fait que je sois arrivé vraiment au moment de la Super Nintendo. Et donc, Sega était déjà. Mais non, il y avait la Mega Drive, Ouais, mais il y a c'était eu le trop Mega loin. CD, Ouh. la Dreamcast. Oh là là, la Saturn, mais c'était magnifique tout ça. Non, donc ouais, Team Nintendo jusqu'à aujourd'hui où je continue, alors avec moins de temps disponible, mais ouais, toujours. C'est une grande passion. Puis après, ouais, un intérêt qui s'est nourri par voilà des sites de référence du jeu vidéo, tout ça. Donc ça a été ouais, vraiment beaucoup de lecture aussi. Donc c'est une vraie passion. D'où l'envie aussi de pouvoir créer un peu à mon modeste niveau les jeux. Et pour toi, Camille? Tu viens de passer de joueuse? Bah, ouais, alors je suis désolée, moi aussi je suis team Nintendo. Pas grave, j'aime bien tout seul. Non, moi j'ai toujours eu des consoles quand j'étais petite. Et du coup, ma mère a eu la riche idée de donner toutes mes consoles. Donc j'ai juste eu une rescapée, c'est la N64 que j'ai encore avec moi du coup. Mais ouais, du coup, toutes les autres ont disparu chez des gens que je ne connais pas. Et sinon, non, en ce moment, j'ai la Switch, la Play, j'aime bien jouer à des vieux jeux ou sur émulateur. Ouais, jouer à des vieux Mario, des trucs où on n'arrive même plus à voir quand on le met sur la télé. Du coup, puisque l'écran ne correspond plus du tout au format. Mais voilà, j'ai pas de lecture dessus, j'ai pas voilà, mais ça reste ouais, quelque chose que j'aime bien faire, quelque chose avec lequel j'aime bien me retrouver avec de la famille, des oncles qu'on voit une fois par an pour faire un Mario Kart ou pendant le confinement, c'était très chouette de pouvoir jouer avec des potes loin, quoi. C'était le lien social. Donc, Et est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont inspiré des jeux à vous? Des jeux qu'on retrouve sur Pixeludo? J'imagine que oui, au moins peut-être sur certaines situations, certains personnages. Mais alors lesquels? J'ai cru reconnaître un vaisseau de chez LucasArts, assez emblématique, mais j'en dis pas plus. Voilà, c'est vraiment. Non, là, il faudra voir. C'est ça. Il faudra en parler à celui qui fait le dessin. Mais... Oui, tout à fait. Non, mais on est vraiment, c'est sûr, nourri par tous ces jeux. Voilà, il y a plein de références à Pokémon notamment aussi. Puis après, voilà, dans tout ce qui est gameplay, là, l'avantage, c'est qu'on se base sur des choses très arcades. Donc ça va être du déplacement horizontal, vertical. Après, alors, on n'a pas encore exploré le jeu de plateforme, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà. L'avantage, c'est qu'on a besoin quand même d'une simplicité de gameplay pour que ça soit quand même qu'on puisse l'utiliser sur tablette et voilà, pour que ça soit accessible à nos élèves. Donc c'est vrai que là, on est sur vraiment des choses plus arcade. Mais après, bon, l'avantage, il y a même des jeux actuellement, enfin tout ce qui est au niveau du JRPG, où là, on est sur là aussi, il n'y a pas besoin de beaucoup se déplacer. Enfin, on peut être sur des choses très très légère en termes disons de prise en main. Donc ouais, ça c'est nos références vraiment sur des jeux lointains, mais par souci d'efficacité.
Ouais, et puis nos références, elles se mêlent aussi quand on commence à réfléchir à un nouveau jeu, qu'on commence à développer le pitch ou tous les éléments du jeu. Le fait de faire des références à des gameplays, à des jeux auxquels on a aimé jouer, voilà, ça nous permet aussi de nous retrouver et de faire des associations et de trouver quelque chose qui nous convienne et qui convient au mieux aussi au jeu qu'on veut créer, quoi. Donc, D'accord. Je te laisse, Sébastien, continuer. Mais je t'en remercie, Guillaume. À propos des jeux, vous en comptez combien sur la plateforme pour l'instant? Si vous avez une idée. 14, il me semble, non? 15, je crois. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on est sur celui sur lequel on est en train de travailler ou pas, lequel est compté. Ouais. Oui, une quinzaine, c'est ça. D'accord. Et est-ce que, j'imagine que non, mais vous les avez lancés, quand vous avez mis le site en ligne, vous en aviez combien à ce moment-là? Alors, au tout début, quand on l'a lancé, alors, quand on a vraiment fait une ouverture, là où on a plus communiqué sur les réseaux sociaux, là, on devait en avoir une dizaine, je dirais. Donc, on a un rythme d'à peu près un jeu tous les 2 mois. En gros. Alors, question subsidiaire, est-ce que vous ne craignez pas le crunch? Eh ben, on a craint le crunch un petit peu. C'est vrai qu'à un moment donné, quand il a fallu boucler un jeu au mois de juin, où là, je me suis retourné vers mon équipe et j'ai dit, ça attendra septembre. Parce que là, non. Mais après, c'est drôle, comme là, on en fait de l'humour, mais c'est vrai que c'était une vraie réflexion que moi j'avais eu, enfin, j'ai pu partager aussi de difficultés, en fait, de développer à la fois, bon, en autodidacte, mais c'est vrai que ça, on peut vite avoir ce côté de, allez, il faut qu'on en produise de plus en plus, un peu plus rapidement, alors qu'il n'y a pas besoin. Vraiment, on peut prendre notre temps, il n'y a pas de. Puis, sinon, le plaisir s'en va. Donc, oui, c'est clair que là, on fait quand même attention à ça. Mais ça peut venir vite. C'est vrai que là, dès qu'on crée du contenu qui a un petit public, c'est vrai que là, on peut vite se faire happer par. Bah, et puis c'est pour ça aussi que là, ce qui s'est passé sur les dernières fois, c'est qu'il y a eu des petits jeux intermédiaires aussi que Flamme, toi, tu as pu développer pour justement, il y a des gros jeux qui prennent du temps, qui prennent plusieurs mois. Et du coup, le fait de faire des petits jeux, ça permet de pallier l'attente et en même temps, voilà, de se faire plaisir sur des gameplays qui sont complètement différents. Avec du pédagogique, mais un poids des programmes peut-être un peu moins présent, où le jeu prime un peu plus et qu'on est juste sur des révisions. Par exemple, je pense j'ai perdu le nom. Non, pas le jeu du codage, le jeu où on saute d'un immeuble à l'autre. Ah oui, avec Donkey Kong à la fin. C'est ça. Voilà, autre exemple exactement. Par exemple, on s'est dit que sur celui-là, le jeu allait primer, l'amusement, sur un peu plus les calculs qui sont ici que de la révision, parce que ça va jusqu'au cycle 3 et les additions jusqu'à 20, normalement, c'est maîtrisé, quoi. Donc, Ouais, souvent ce qu'on fait, c'est que voilà, on alterne entre un gros jeu là où on va mettre tous nos efforts visuels et voilà, ça va prendre bien 2 mois, un peu plus. Et moi, ce que je fais, c'est que sur le temps des vacances, j'arrive à développer un jeu en reprenant un peu tout ce qu'on a et faire un petit mini-jeu, quoi, histoire d'avoir de toujours un peu étoffé, apporter de la nouveauté. Et puis aussi, là, vraiment, on s'adapte. Là, c'est vraiment typiquement, je me suis retrouvé au moment des vacances à me dire, bon, bah, mes élèves, ils ont besoin de ce jeu-là, quoi. Donc, on va le faire. Et puis, au moins, il sera utilisé par mes élèves. Donc, voilà. Et question de temps, Seb, je te coupe. Mais vas-y. Par rapport à ce que vous disiez, ça représente quoi comme temps, comme volume horaire chaque semaine, que ce soit sur le côté développement, toi Camille, sur l'accompagnement pédagogique pour définir peut-être quels sont les objectifs, ou pour, je sais pas, communiquer sur les réseaux sociaux, à peu près. Si on devait faire une moyenne, c'est quoi? C'est 1 heure par semaine? C'est 10 heures par semaine? Alors, entre les deux. Non, alors moi, je suis un peu sur tous les volets parce que je fais
enfin, je suis un peu, voilà, je suis sur, je regarde un peu ce qui est fait au niveau de la création parce que je sais ce dont j'ai besoin. Moi, je vais demander, voilà, à Stanislas qui s'occupe des visuels, bah, j'ai besoin de telle ou telle chose à tel moment du développement. Et avec Camille, là, on a vraiment pour le coup besoin d'être deux parce que, voilà, on réfléchit à ce qui est le mieux pour nos élèves, comment on va amener telle ou telle notion. Donc là, c'est vraiment pertinent d'être à deux. Et justement, là, avant que Camille soit là, où j'avais cette responsabilité de prendre ces décisions des contenus et pédagogiques, vraiment ce qui avait le plus lourd à porter finalement. Et là, c'est vraiment bien d'être à deux. Donc oui, par contre, en termes de volume horaire, là, nous, on a 2 réunions par semaine pour avancer sur le projet, donc à peu près 1h30, 2 heures. Donc ça fait 3 heures, plus Une moi du réunion temps mensuelle. développement. Une réunion mensuelle, on se retrouve tous en présentiel. Et puis moi, voilà, après du temps développement au fil de l'eau. Et là, sachant que en gros, pour nos gros jeux, disons, c'est une 30aine d'heures de développement de mon côté. Donc après, voilà, il faut ajouter voilà, le visuel, les petites fiches pédagogiques qu'on peut rajouter. Donc voilà, puis à côté de ça, on a une personne qui s'occupe plus de la communication, voilà, et de l'interface, et elle aussi, ça va être ouais, au moins 1 heure par semaine. Donc, ouais, ça fait un bon volume horaire finalement. Oui, et puis Ouais. en plus de ça, toi, Flamme, tu t'occupes aussi de Twitter. Donc même si tu le comptabilises pas dans ton temps de Ouais, travail, après, ça l'est aussi. Mais ouais, c'est vrai, on fait des réunions mensuelles. Moi, après, c'est différent parce que j'interviens pas. Il y a il peut y avoir une semaine où ils vont pas avoir besoin de moi jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle version qui soit testée pour que je fasse mes retours sur les interfaces, sur la pédagogie, sur les difficultés que peuvent rencontrer les élèves. Et ouais, donc du coup, pour moi, c'est beaucoup plus fluctuant en amont des premières créations, des premiers tests à faire. J'ai beaucoup plus de travail que sur toute la phase développement. Et à la fin, par contre, dans les dernières phases tests, là, j'interviens un peu plus sur les fiches pédas, sur vraiment la question des progressions, des difficultés, voilà, des révisions, quoi. D'accord. Et on le sent en filigrane, mais est-ce que vous avez quand même défini maintenant, au bout d'une quinzaine de jeux, une certaine routine de production pour vos réalisations? Ouais. Bah, ça a été la question quand on s'est retrouvés à 4, donc Diane pour la com, Stanislas pour les visuels et nous deux, de se dire, bon, comment on fait quand on est 4 et que du coup, en fait, on doit faire des allers-retours les uns vers les autres, voilà, quel chemin on trouve. Et là, j'ai l'impression que ça y est, on a installé quelque chose, on a revu notre plan de base. Mais ouais, comme l'a dit Flaminio tout à l'heure, c'est un peu lui le fil rouge, puisque c'est lui qui voit avec Stanislas, qui voit avec moi, qui peut faire le lien entre ce qui pédagogiquement est envisagé et souhaité, et ce qui visuellement et en termes de conception est envisageable et faisable, quoi. Donc, Et là, l'avantage, c'est d'avoir des personnes qui ne font pas partie de l'éducation nationale ou pas, voilà, qui sont pas dans nos situations, c'est que on peut, là, à la fois nous, ça nous teste parce qu'on doit justifier nos choix et nous mettre nos limites aussi de ce qu'on va accepter. Par exemple, voilà, le rythme du jeu ou voilà, telle ou telle les animations si elles sont trop rapides, la difficulté. Ouais, ça permet vraiment de questionner ça et voilà, de se poser plein de questions aussi sur. Enfin, c'est vraiment très intéressant aussi et c'est vrai que là, en vérité, ce pourquoi on fait ce projet-là, c'est aussi parce qu'on se retrouve entre amis et qu'on peut échanger autour de nos métiers. Voilà, par exemple, Diane qui fait de la com, moi c'était un monde qui me paraissait un peu obscur et donc là on a pu vraiment en discuter. Donc ouais, c'était ça avant tout, le pouvoir de l'amitié. J'en ai une larme. Joli. Alors, j'aurais une petite question qui n'est pas du tout romantique ni poétique. Au niveau conception, j'ai fait plusieurs jeux, j'ai testé plusieurs jeux et je me demandais comment vous génériez les contenus. Est-ce que vous avez des contenus statiques? Est-ce que vous avez des contenus aléatoires? Je ne sais pas comment tu gères ça, parce que moi aussi, dans la boîte dans laquelle je bosse, on a aussi des outils comme ça. Et c'est vrai que c'est un gros boulot, soit de conception en dur, soit de conception à partir d'éléments aléatoires parmi des éléments que tu proposes. Et c'est vrai que les maths permettent de fonctionner comme ça.
Bah là, oui, avec Camille, c'est une question qu'on se pose beaucoup, ouais, sur l'aléatoire et comment on gère ça. J'avoue que dès qu'il y a de l'aléatoire, alors l'aléatoire, ça me permet de gagner du temps parce que ça, voilà, ça nécessite, on n'a pas besoin de proposer plein de réponses et de voilà. Mais en même temps, ça, c'est un peu plus casse-tête au niveau de la programmation. Donc ouais, c'est un équilibre à trouver. C'est pas, voilà, on a des choses ouais qui sont aléatoires, d'autres non. Ouais, tu C'est fais en en Plus fonction ou de moins aléatoire l'exercice. aussi. Ouais. Oui, oui. Mais par exemple, quand tu Ouais. fais les compléments à 10, c'est un truc, tu peux générer aléatoirement tes compléments à 10 et demander ensuite à l'enfant la réponse, enfin le nombre manquant. Oui. Mm. C'est ça. Mm. Tout à fait. Ouais. Après, pour les compléments à 10, c'est du coup les totems. Et c'est vrai que bah là, la question s'était vraiment posée dans combien d'items on propose, combien on en fait tourner. Là, c'est une question aussi qui se pose pour le prochain jeu. Dans le listing, donc moi, je fais toute une liste, toutes les propositions possibles. Flaminio, ensuite, il doit les retranscrire. Et dans quelle mesure on les fait tourner, si c'est lisible, si ça perd pas les élèves. Donc, comme tu l'as dit, hein, Guillaume, tout à l'heure, c'est vraiment en fonction de la progressivité, des difficultés qu'on veut générer chez les élèves. Et ouais, c'est vrai que ça, c'est toujours le nerf de la guerre quand on discute. Ça revient systématiquement pour chaque relecture, en tout cas pour chaque révision des jeux, quoi. Ouais, parce que oui, le pratiquant aussi, ça peut être assez difficile à gérer certaines fois. Et quand vous allez vous amuser avec le français, ça va être encore plus rigolo. Ouais, justement, ouais. C'est ça, c'est mes grandes craintes, ça. Mais ça se fait, hein, ça se fait. Ouais. C'est clair. Vous avez... Sébastien, est-ce qu'on parle de l'équipe un peu? Ben justement, écoute, quelle belle transition. Vous avez parlé rapidement de vos deux collaborateurs. Alors, à quel moment est-ce qu'ils vous ont rejoint? De quoi ils s'occupent, même si vous l'avez évoqué, et est-ce qu'il y en aurait la place pour un cinquième? Alors, ils ont rejoint... Camille, toi, t'as rejoint l'équipe, quoi. C'était Ouais. en mai, En juin, ouais, mai-juin, quelque chose comme ça. Bah déjà, à la base, il y avait Flaminio et Stanislas. Donc, si tu veux faire l'historique de vous deux, vas-y. Ouais. Alors, moi, donc l'idée, c'était de faire des jeux, et puis après, voilà, je me suis dit, bah voilà, je vais proposer ces jeux-là à mes élèves. Et ensuite, donc, j'ai demandé à Stanislas, vraiment, c'était 2-3 mois après que j'ai commencé à bidouiller. Et puis après, voilà, il y a eu 1 an. Et à ce moment-là, quand on a commencé à lancer le site, là, on s'est dit, ah oui, mais là, ça va être trop à gérer de front comme ça. Donc, on s'est rapproché de Camille et de Diane, bah, à peu près en même temps. Je crois que Diane est arrivée un peu avant toi. Et voilà. Et Diane qui s'occupe de la communication. Donc là, voilà, sur les réseaux sociaux, mais surtout sur Instagram, parce que là, c'est son métier. Mais aussi, au-delà de ça, c'est vraiment elle a vraiment un regard sur l'interface, sur voilà le parcours utilisateur sur le site, et aussi voilà une communication un peu plus large. Donc c'est vrai que voilà c'est un regard qui est très important. Voilà, Stanislas, Oui, lui, regard. qui... Ouais. Non, pardon, j'allais dire le regard vers l'extérieur aussi, comment on communique ce qu'on propose à des gens avec qui bah, voilà, on montre notre travail. Voilà. Ça, nous, on ne sait pas trop faire. Donc, Diane, elle est là aussi pour nous guider là-dedans, quoi. Ok. Ouais. Alors, pourquoi des enseignants spécialisés qui sont à la base de ce projet? Alors oui, en intro, mais c'est vrai. Pourquoi deux enseignants KPI qui... Alors oui, vous êtes connus grâce au KPI, mais voilà, peut-être Flaminio, pourquoi toi tu as senti ce besoin et pourquoi tu as franchi ce pas? Alors moi il y a une réponse, disons, voilà, qui est celle disons que voilà, plus pédagogique, ou en tout cas plus qui est moins personnelle, mais qui est en effet que, comme je l'ai pu le dire au début, mais on est quand même tout le temps à la recherche de façons d'adapter, d'individualiser le travail. Et là, de pouvoir avoir, on est aussi là, en tout cas dans l'Académie de Paris, en tout cas dans nos dispositifs, on est équipé hein, de matériel informatique, donc c'est assez évident qu'on va pouvoir aménager un coin pour voilà, travailler du calcul mental. Si on fait des plans de travail, avoir un espace, on va pouvoir avoir accès à des jeux. Donc ça
voilà, il y avait un peu voilà, cette volonté aussi trouver des manières d'aborder certaines notions de manière un peu différente, détournée. Et à titre individuel, là, moi, c'est vraiment, et personnel, là, c'est d'apprendre à développer, en tout cas d'avoir quelque chose à créer. C'était vraiment une réponse aussi à moi, mes difficultés d'enseignant, de me retrouver face à des choses qui avaient du mal enfin voilà, toutes les difficultés que nous on a au quotidien, mais qui sont celles finalement d'enseignants ordinaires, mais quand même avec une autre dimension dans l'enseignement spécialisé, qui est que on travaille sur de l'humain, et donc là, voilà, c'est quand même un métier qui est éminemment complexe. Alors que quand voilà, je me retrouve chez moi et que je crée quelque chose, voilà, quand je lance mon programme, si ça marche pas, ben, je sais exactement pourquoi. Enfin, je sais pas, mais je Non, sais mais qu'il y a tu une sais que raison. tu vas En tout pouvoir y cas, répondre. voilà, je vais pouvoir y remédier. Ça va peut-être me prendre un peu plus de temps que prévu, mais voilà, il y a cette satisfaction, en tout cas, d'avoir résolu un problème qui était simple, qui pouvait être résolu à court terme, voilà, qui est pas du tout ce qu'on est. Donc voilà, on est sur vraiment un autre temps avec les élèves. Donc voilà, deux choses, je pense, qui expliquent pourquoi on s'est Alors, lancé par là-dedans. rapport à Mais ce lien que tu faisais avec tes élèves, moi je m'attendais à trouver un moyen d'avoir une sorte d'évaluation par rapport aux exercices, et je me suis dit, tiens, il n'y en a pas. Alors, pas que je sois pour l'évaluation, mais je me dis, pour utiliser dans le contexte de la classe, d'avoir au moins un regard sur ce qu'a fait l'enfant, parce que tu peux pas forcément rester derrière. J'imagine que tu en as entre 10 et 12 dans ta classe, et que Ouais. tu ne peux pas passer ton temps tout le temps derrière. Est-ce que tu as un moyen d'avoir un regard sur ce qu'a fait l'enfant? Si tu veux répondre, Camille, peut-être que moi j'ai Bah, une réponse. moi déjà, pour commencer à répondre à la question précédente, ce que je trouvais intéressant aussi avec Pixeludo et l'interface, c'est que dans les dispositifs, on a des élèves du CP au CM2 qui parfois travaillent sur des notions similaires. Un élève de CE1 peut très bien travailler sur la même notion qu'un élève de CM2. Et souvent, quand on cherche sur Internet des jeux ou des applications, on a pour un niveau de CP ou de CE1 quelque chose de plutôt bébé qui répond pas du tout aux envies des élèves de CM2. Et là, on a quelque chose d'homogène à proposer à tous, quand même adapté à leur niveau. Donc ça, c'est quand même très chouette, et pour moi, c'est ultra pertinent dans le cadre notamment des dispositifs. Et du coup, j'en ai oublié ta question, qui était... Alors, c'était tout le volet évaluation. Est-ce que Ah oui. vous pouvez prendre en compte le travail sur Pixeludo dans le cadre d'une évaluation sans rester derrière? Alors, ça, c'est ce qu'on essaye. On essaye d'y réfléchir. Il y a déjà plusieurs choses, les données qu'on récolte ou qu'on récolte pas. Et du coup, sur le jeu du codage, par exemple, oula, il y a un écho. Sur le jeu du codage, il y a eu une réflexion, et notamment dans les fiches pédagogiques qu'on a mis, on a mis des feuillets à imprimer pour des activités débranchées. Et dedans, il y avait l'idée que ça pouvait être utilisé aussi en évaluation hors de l'ordinateur, puisqu'on ne cherche pas à évaluer la manière dont l'élève manipule l'outil informatique, mais plutôt ses connaissances en codage. Et du coup, c'était retranscrit sur feuille, et il peut d'ailleurs faire une évaluation sur papier qui reprend les mêmes schémas. Donc les évaluations, on commence à imaginer des retranscriptions sous format débranché. Après, pour le reste, Flamme, je te laisse. Ouais, c'est ça. C'est vraiment là nos axes de réflexion se portent plus là-dessus. On pensait par exemple faire on y réfléchissait là de faire une page imprimée avec où l'élève pourrait s'auto-évaluer, en tout cas montrer plutôt sa progression sur un quadrillage en fonction des jeux à tel ou tel niveau, jusqu'où il est allé, et que cette petite feuille, on puisse la découper, la mettre, la coller par exemple, voilà, dans le cahier du jour par exemple, ou qu'il puisse la donner à l'enseignant. Après là, un en peu sous termes forme de plan de travail. Ouais. Voilà, nous, par contre, pas, en tout cas à l'heure actuelle, c'est d'aller sur un profil d'élève, de faire un transfert, de créer un compte enseignant. Là, c'est au-delà
pas de nos capacités, mais en tout cas au-delà de notre temps qu'on peut accorder au projet, en tout cas. Bien sûr. Et puis, c'est aussi tout. Non, parce que j'imagine que c'est peut-être une demande que vous avez de la part d'utilisateurs. Non? Aussi Oui, si, en tout cas, c'est assez rapidement. En tout cas, quand on présente l'outil aux enseignants, c'est souvent ce qui revient, quoi. Un peu cette idée, bah, voilà, je laisse l'élève devant l'ordinateur, mais j'ai pas de retour. Là, nous, c'est que nous, on a cet avantage quand même d'être en petit groupe, parce que même on ne les a jamais à 10-12, même en groupe de 4-5, on peut jeter un petit coup d'œil pour voir un peu ce qui se passe derrière l'écran. Puis bon, l'avantage, c'est que nous, on connaît quand même très bien les jeux, donc oui. on sait à peu près, voilà. Mais oui, c'est vrai que ce sera, en tout cas, s'il y a toute cette matière pour un retour à l'enseignant, ça se fera voilà, sur version papier. Ouais. Tu vois, j'imaginais un truc façon comme les codes de jeu que tu avais il y a longtemps quand tu finissais un niveau. Donc quand le gamin a fini, pour avoir un code, il récupère son code et l'enseignant, lui, il va taper le code dans un espace enseignant et ça lui dit ce qui a été fait. C'est complètement anonyme. Ça pourrait être une manière. Ouais, bah j'y ai pensé à ça justement et je me disais. On en a parlé il n'y a pas longtemps. La première étape, justement, pour éviter ce côté de données individualisées, là on est sur. Ça pourrait être, vu que en plus, souvent nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dizaine de tableaux, donc on pourrait évidemment avoir un code pour chaque tableau. C'est pas très compliqué en effet de générer quelque chose qu'on pourrait avoir. Donc là aussi, c'est une première étape, c'est vrai, vers le numérique. Tout à l'heure, Camille, tu as parlé d'avoir un contenu unifié. Et c'est vrai, quand on arrive sur Pixeludo, c'est quand même ça saute aux yeux. Et même, vous êtes allé un peu plus loin que simplement aborder la même charte graphique. Vous avez été faire des fiches sur les personnages. Hein, ce qu'en univers vidéoludique, on va appeler quasiment un lore. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Pourquoi bah non, mais là c'était vraiment comme l'a dit Camille, là c'était un peu notre volonté de pouvoir rassembler. Puis c'est aussi parce qu'on aime ça, on aime pouvoir recréer des histoires. Voilà, on veut que ces personnages sont intéressants et qu'on puisse les développer. Mais on trouvait ça aussi pertinent du point de vue de l'élève d'aller essayer à chaque jeu d'avoir un petit bout d'information sur tel ou tel personnage. Ça permet d'avoir une petite continuité sur ces jeux qui sont quand même morcelés, vu que c'est souvent quand même de courtes sessions sur telle ou telle notion, d'avoir ce fil conducteur. Ouais, et puis on en joue sur les jeux, faire des clins d'œil à d'autres personnages. Ça, c'est toujours présent dans les intros ou dans les outros, ou même à l'intérieur des jeux, faire des petits clins d'œil aux autres jeux ou aux autres personnages. Et à chaque fois, on cherche à comment on va faire pour que un tel il puisse intervenir à un moment, parce que ça nous fait marrer aussi. C'est ça. Ça, pour le coup, ça s'est vraiment fait au fil de l'eau, quoi. On a créé un personnage. Moi, j'ai commencé par faire tout au début. J'ai passé beaucoup trop de temps à faire le dragon, enfin Numérino, du coup, dans le jeu des tables de multiplication. C'était vraiment la première création de Pixeludo. Ça m'a pris vraiment beaucoup trop de temps, et quand Stanislas a fait à peu près les mêmes choses pour les personnages, j'ai dit tiens, peut-être tu fais ça en 10 minutes alors que moi ça m'a pris 2 heures. Donc voilà, mais oui, après c'est l'envie d'aller creuser, de faire des blagues. Voilà, ça c'est vraiment un petit plaisir. Des blagues qui sont pas forcément comprises par des élèves de 10 ans, hein, qu'on se le dise aussi. Grave. Mais est-ce que c'est grave? Voilà. Ah non, il y a des références au Minitel. Oui, voilà, par exemple. Ouais, c'est. Est-ce que vous avez été confronté à certains écueils, à certaines difficultés d'importance? Et si oui, lesquelles? Difficultés d'importance. Technique, d'un point de vue de technique, développement, ou quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues? Non, on y reviendra. C'est ça. Technique, non, pas tellement. Après, il y a quand même eu le passage où, voilà, quand on dépose sur le site, enfin, c'est quand même, voilà, je suis quand même limité par mes compétences en développement, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent arriver, qui peuvent paraître évidentes pour certaines personnes qui développent, voilà, mais moi j'ai dû vraiment retracer le fil de pourquoi ça pouvait arriver, et surtout là, ce qui est un peu compliqué, c'était sur la gestion du son, sur les navigateurs, enfin, il y a pas mal de petites règles, voilà, mais qui peuvent être contournées. Donc ça, c'était vraiment la première difficulté. Mais finalement, bon, ces difficultés-là, on les retrouve. Il suffit de finalement
demander Internet. Et finalement, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de difficultés finalement. Donc ça, c'était d'un point de vue technique. Voilà. Après, moi, je suis quand même vigilant parce que le moteur de jeu, il se met à jour et je sais qu'en fonction des mises à jour, il y a certaines fonctionnalités ça marche plus comme je voulais, donc je dois revenir sur des versions antérieures. Donc il y a quand même des petites alertes à ce niveau-là, mais non. Après, d'un point de vue technique, il n'y a pas eu. On a la chance quand même là, nous, d'être à un moment donné où on peut quand même développer ce genre de site internet sans avoir à apprendre à développer. En tout cas en termes d'interface. Pour le site, on a vraiment pu faire ça quand même très rapidement. Les obstacles quand même sont financiers aussi, parce que on dit facilement, mais il faut quand même payer certaines choses, les serveurs, on a des licences, le logiciel que j'utilise qui a une licence qui est payante, oui, c'est quand même, ça peut être l'obstacle à long terme, ça peut être un obstacle en effet de supporter ce coût financier. Après, je sais pas si Camille, tu avais des obstacles. Non, moi je suis peu sur les réseaux sociaux, je les gère pas. Après, il y a les retours qu'on peut avoir en réunion mensuelle, mais jamais rien qui nous ait fait dire ça y est, stop, on arrête, c'est trop pénible. Non, je pense que les moments où chacun on a eu des doutes sur la quantité de travail qu'on pouvait avoir ou le fait de rendre un truc dans le temps qu'on s'était imparti, comme l'a dit Flaminio tout à l'heure, on arrive à en parler les uns aux autres. Donc là-dessus, je dirais que ça pourrait être ça le plus gros obstacle, ne pas réussir à discuter avec l'équipe et se dire là les gars, je le sens pas, ou ça c'est impossible, voilà. Mais ça fonctionne bien. Donc il n'y a pas de. Pour l'instant, moi j'ai rien. Ouais, après aussi, là, l'avantage, c'est que finalement, on reste quand même, l'avantage. En tout cas, l'avantage qu'on peut voir au fait qu'on reste quand même un site qui est plutôt confidentiel et qui est pas encore vraiment très démocratisé, c'est qu'on a, l'avantage, c'est que, à la fois, on a peu de retours, mais on a des retours quand même qualitativement, qui sont vraiment, importants. Après, c'est vrai que, je sais que pour d'autres sites internet qui ont une plus grande audience, là, on peut vraiment être plus la cible des petits commentaires, des petites remarques. Là, en fait, nous, on fait un choix. C'est compliqué. On est capable d'assumer nos choix en termes de difficulté, Mais c'est vrai que pour chaque élève est tellement différent que, évidemment, quand quelqu'un nous dit ce jeu-là est trop dur, alors, on le prend en compte, mais après, on est obligé d'aller dans la globalité des retours qu'on a. Bien sûr. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a appris. Pour des retours qu'on va avoir sur l'accessibilité, on le sait bien, hein, on cherche à faire une accessibilité qui parle au plus grand nombre. Parce que des questions se sont posées sur des troubles ou sur des difficultés bien spécifiques et qu'on ne peut pas traiter sans changer toute l'interface et que du coup ça ne devienne plus lisible pour la majorité. Donc il y a toujours ces questionnements-là qui sont présents. Et je sais pas, Guillaume, j'ai un peu l'impression que tu voulais intervenir. Tu as parlé d'interface et tu as parlé d'input. En fait, quand j'ai joué, je me suis dit, c'est dommage que le clavier, on puisse pas l'utiliser quand on est sur PC. Et je sais pas, ça m'a fait tilt, tu vois, quand on a parlé, Camille. Mais je pense savoir pourquoi. C'est pour adapter ton interface directement sur smartphone et tablette. Oui. Oui, mais on pourrait le rendre accessible sur tablette aussi. Parce que tu vois, on pourrait avoir les deux. On pourrait avoir les redondants. Je sais plus si j'ai commencé avec des tables ou avec des compléments à 10 ou des trucs comme ça. Et je me suis dit, mais mes mains sont parties directement sur le clavier. Je voulais taper mon nombre et entrer. Et en fait, c'est aussi d'avoir tellement l'habitude. Oui, d'avoir tellement l'habitude d'utiliser le pavé numérique, je regarde même pas, je sais où je tape et je fais entrer. Oui. Ça me permet, en plus, j'avais mis le timer. Donc, forcément, il fallait aller plus vite. Et avec le clavier, tu gagnes du temps, alors qu'avec la souris, faut cliquer sur le bon truc, c'est moins... Mais un enfant de 6-7 ans va peut-être plus facilement prendre la souris. Voilà. Oui. Parce que là, on entend Guillaume, un adulte, qui est en train de nous dire qu'il veut gagner du temps sur Pixel Ludo. Mais oui. Mais bien sûr. C'est ça. On l'a eu aussi, donc c'est vrai que là, à l'avenir, pour certains jeux en tout cas, ce serait pas forcément beaucoup plus long de pouvoir mettre une option en tout cas pour pouvoir utiliser le clavier, donc c'est clair que et puis de toute façon, ça se pose à chaque fois, hein, la question de l'utilisation tablette, l'utilisation ordinateur, elle n'est pas la même, et par exemple la question revient systématiquement sur les survols.
bon, bah, les survols sur la version tablette, c'est compliqué, comment on fait voilà, le clavier, du coup, faudrait upload 2 versions différentes, donc ce serait, voilà, c'est toujours une question de, bah, ça nous prend pas mal de temps déjà, et voilà, on essaye de faire des versions qui s'adaptent à tout. Et puis ouais, si on peut faire clavier, bah, ce sera cool, mais ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à la version tablette. Oui, Mais- effectivement, ça Donc, sera un peu le plus facile, hein, mais enfin, c'est pas primordial. Non, mais Non, non, mais il y a oui, des- hein, on a tous eu la même pensée, je pense. mais il y a des jeux où en tout cas ça pourrait être faisable sans trop de difficultés. Donc, mais oui, voilà, là, ça dépend de la conception initiale aussi. Ben justement, vous avez parlé d'avenir. Quelles sont les évolutions à venir sur Pixeludo? Bah, juste pour revenir à une question, Ah, bien Sébastien, que tu as posée Mais tout à j'en l'heure prie. sur on est tous les quatre et sur qui pourrait venir en plus, bah, Flamio, je pense que tu es un peu mieux placé pour en parler, mais vas-y. Non, bah oui, en tout cas, bon, on est une association, tout le monde peut rejoindre l'association. Donc, s'il y a des personnes qui sont motivées pour que ça soit pour tester, que ça soit pour faire de la conception de jeux avec nous, là, nous, on est ouvert vraiment, voilà, ou du dessin, il y a vraiment, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Donc, tous ceux qui veulent rejoindre le projet le peuvent, et puis on trouvera une place. Voilà. Donc ça fait partie des évolutions justement de Pixeludo, c'est-à-dire de trouver d'agrandir le cercle en tout cas des membres de l'association pour mettre la main à la pâte et voilà. Et donc pour pouvoir à terme avoir une offre plus importante de jeux. Voilà. C'est ça en tout cas nos perspectives à court et moyen terme, quoi. Est-ce que vous avez un ou deux petits jeux dont vous pourriez nous parler un petit peu, nous teaser un petit peu ça? Voilà, à quoi on peut s'attendre de sympa qui va arriver? Je te laisse Kaby, vas-y. Ouais, alors, bah, on n'avait pas assez mangé pendant cette fin d'année, du coup, on s'est dit, pourquoi pas continuer sur la bouffe? Du coup, on se lance dans un jeu de recettes. Et là, on va être plutôt sur des conversions. Donc, à chaque fois qu'on réfléchit à un jeu, on regarde aussi ce qu'on propose déjà, dans quel domaine en mathématiques on voudrait travailler. Et du coup, là, ouais, des conversions du CP au CM2 sur les masses, sur, sur les volumes. Voilà. On est Donc, en plein dans les donc grandeurs ça- et mesures. Ouais, exactement. Et dans l'univers du coup de la cuisine qui n'est pas encore de la cantine qui a été aperçue dans un des jeux mais qui là va pouvoir être développé voilà, donc des D'accord. petites animations sympas, des petits voilà, ça va être sympa, ça va être vraiment cool. Des petits jeux intégrés aux jeux plus grands. Voilà. Des mini-jeux non, ça se présente très bien. Ok. Pas mal. Alors, vous n'allez pas y échapper, on a une question qu'on aime bien poser à nos collègues qui développent, qui présentent des choses. Tu parles de la dernière question? Mais oui, bien sûr. Ah oui. Alors, par rapport à la hiérarchie, réaction, pas de réaction, encouragement, pas d'encouragement, qu'est-ce qui a été dans votre univers proche ou je n'ose pas imaginer plus haut, mais pourquoi pas? Eh ben, un très bon accueil hein, pour l'instant. Flamme, je pense que. Alors, oui. Donc moi, l'avantage, c'est que moi, je participe à un dispositif qui s'appelle Ambassadeur du numérique. En fait, l'idée, c'était dans l'Académie de Paris d'avoir un petit groupe d'enseignants, mais dès le début de la formation à l'INSPE, qu'on puisse être accompagné dès nos premiers pas pour l'usage du numérique par une formatrice. Voilà, et donc on avait des réunions régulières. Donc c'est à partir de cette personne-là que j'ai pu entrer en contact, voilà, avec justement avec l'inspectrice en charge du numérique et son conseiller. Donc là, j'ai pu avoir des retours. C'est grâce à ça, grâce à ce contact-là, que nous on a pu être sur le portail école de l'Académie de Paris. Donc c'est vrai que cette reconnaissance-là, elle s'est faite par voilà, cette démarche en tout cas personnelle, par ce contact-là, qui a permis en tout cas de donner de la visibilité au projet. Après, sur voilà, en termes
circonscription, de ce qu'on a autour de nous. Nous, c'est vrai qu'on reste assez discret, on n'est pas allé vraiment chercher. Voilà. Après, voilà, on est sur de la reconnaissance, voilà, qui est quand même celle de pouvoir donner, en tout cas de pouvoir donner accès au site par un site plus institutionnel, mais sinon voilà, on n'est pas sur autre chose en tout cas pour l'instant. Oui. Et puis rien de particulier au niveau de la SH. Le SEI, enfin le service de l'école inclusive, c'est pas avec eux qu'on travaille, ou par exemple le fait qu'on soit sur le portail école, donc que dès qu'on ouvre un ordinateur sur l'Académie de Paris et qu'on rentre, qu'on est un élève, bon bah il y a la Lilo, il y a tout ça, et il y a nous, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. On est très content de ça. Mais c'est de la pédagogie générale. Il y a pas, on n'a pas du côté de l'école inclusive quelque chose de plus poussé. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est récent le fait qu'on soit sur le portail école, et c'est quelque chose qui nous rend fiers quand même. On est content parce que c'est pas tous les invités non plus qui ont cette reconnaissance-là, Sébastien. Oh ben non, en fait, vous êtes plutôt l'exception en fait. On ne sait pas si vraiment on en attendait une. Après. Non. Après, moi j'ai quand même fait des démarches pour aller contacter. Enfin voilà, c'est quand même. Je pense qu'en effet, ça s'est vraiment fait par cette petite porte d'accès, voilà, qui a permis de présenter le projet finalement directement à l'inspectrice. Voilà, c'était par ce biais-là, mais je sais que c'est pas forcément évident en effet d'avoir une reconnaissance pour ce genre de projet. Bravo. Oui, et puis les gens avec qui tu es en contact, moi aussi je les rencontre, et du coup le lien se fait vite, et finalement quand ils entendent plus parler de Flaminio, ils entendent parler de moi, et il y a un ping-pong qui se fait que ils sont un peu pris au piège, je pense. C'est clair. Bien joué. Bravo. Écoutez, ça va faire, on s'approche tranquillement de l'heure. Si on aimerait justement vous contacter, que ce soit pour vous dire à quel point on apprécie ce que vous faites, ou pour s'engager un peu plus et vous dire, mais vous savez quoi, je dessine super bien en pixel art. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? On est sur tous les réseaux sociaux, enfin tous les réseaux sociaux de notre génération. Nous ne sommes pas sur TikTok, mais voilà, sur Instagram, Twitter, Mastodon. Et puis, après, pour nous contacter sur le site, il y a un onglet Nous contacter qui fonctionne, mais oui, il fonctionne. C'est juste que si vous voulez vraiment contacter directement sur Twitter. Oui, pour Instagram, c'est pixe.ludo, Ludo. Et parce que quand on tape Pix et Ludo, tout attaché, je crois qu'on ne tombe pas forcément sur nous. Donc pix.ludo. Et là, vous pouvez DM si vous avez envie. DM, mais ouais. T'as parlé de TikTok, je me suis dit non. Faut que je... Et si on veut vous retrouver donc sur Mastodon, c'est pixeludo@piaille.fr. C'est ça. Parfait, ouais, c'est ça. Exactement. Camille Flaminio, je vais vous remercier d'être passé ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'être venu. Et super. Chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, mais est-ce que tu sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui le précèdent, avec soit des invités, soit nous seulement en train de discuter entre actualité et outils. Ça arrive, voilà. Donc, n'hésite pas, si tu cherches les épisodes et que tu ne les trouves pas sur ta plateforme de podcast, franchement, eh bien, tu peux aller sur eteachers.fr et tu verras, on est un peu sur les réseaux, pas sur TikTok. Alors, i-teachers.fr, s'il te plaît, précise-le, i-teachers.fr. Alors, et de la part de Guillaume, le tiret, c'est le tiret de celui qu'on dit le tiret du 6 sur un PC. C'est un tiret, c'est pas un underscore. Voilà, pas underscore. Ben oui, mais je précise, je vais jusqu'au bout. Hein. Et puis, quand je dis I, c'est eux. Hein. Attention, parce que forcément, ceux qui ont choisi le nom de ce podcast, il y a un prof d'anglais dedans, donc vous imaginez bien qu'il ne s'est pas dit on va mettre I avec un I. Non, on va mettre un E. Mais non. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Voilà. Donc, de toute manière, je ne sais même pas pourquoi on fait tout ce truc, parce que là, vous nous écoutez. Et donc, dans les notes de l'émission, vous les avez, ces renseignements. Donc voilà. Hein, il me reste à quoi? Il me reste à vous dire, à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit d'autre. Et à la prochaine.
Bonsoir tout le monde, salut. Et merci à nos invités. Merci. Au revoir, merci.